Peu importe qui vous êtes, votre vie entière est gouvernée par un code invisible. Ce code, ce sont les lois de la nature humaine. Elles dictent nos désirs, nos peurs, nos ambitions, nos trahisons. Et la plupart des gens les ignorent, jusqu'au jour où elles se retournent contre eux. Robert Greene, maître dans l'art de décoder le pouvoir, nous révèle ici la carte secrète pour comprendre les autres, et se comprendre soi-même. Dans ce monde, celui qui ignore ses lois devient la proie. Celui qui les maîtrise devient le stratège. Robert Greene est un écrivain américain né en 1959, reconnu comme l'un des plus grands stratèges contemporains en matière de psychologie sociale, pouvoir et séduction. Auteur de best-sellers internationaux comme The 48 Laws of Power, The Art of Seduction, Mastery et The Laws of Human Nature, il est célèbre pour son style direct, riche en anecdotes historiques et en leçons intemporelles. Greene puise dans l'histoire, la philosophie et la psychologie pour offrir des stratégies concrètes qui permettent de comprendre et d'influencer les dynamiques humaines. Ses ouvrages, souvent controversés, sont utilisés aussi bien par des entrepreneurs que par des leaders politiques, des artistes ou des sportifs de haut niveau. En résumé, Robert Greene, c'est un peu l'architecte des manuels de survie sociale et du pouvoir. Celui qui te donne la carte, mais te laisse décider si tu seras le joueur ou le pion. Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Introduction plus loi 1. Maîtrisez votre moi émotionnel, la loi de l'irrationalité. Imagine que tu puisses remonter le fil de tes décisions passées, et voir à quel point certaines d'entre elles n'étaient pas vraiment logiques. Tu te dirais peut-être, mais pourquoi j'ai fait ça? C'était évident que ce n'était pas la bonne décision. Et pourtant, à ce moment-là, ça te paraissait clair, urgent, justifié. C'est là que la loi de l'irrationalité entre en scène. On aime se voir comme des êtres rationnels, guidés par la logique et l'analyse. Mais la vérité, c'est que nos émotions sont comme un pilote automatique invisible. Elles prennent les commandes bien avant que notre raison ait le temps d'analyser la situation. Et notre cerveau rationnel? Il arrive après, juste pour inventer des raisons qui justifient ce qu'on a déjà fait ou décidé. L'histoire de Périclès à Athènes est un parfait exemple. Au VE siècle avant Jésus-Christ, la cité est une poudrière politique. Les ambitions personnelles, les alliances fragiles, les rivalités enflammées, tout ça pourrait exploser à tout moment. La plupart des dirigeants réagissent vite et fort. Un discours enflammé ici, une décision précipitée là. Mais Périclès, lui, observe. Il écoute. Il attend. Il sait que la colère, l'enthousiasme ou la peur sont comme des tempêtes. Si tu navigues dedans, tu risques de tout perdre. Alors il laisse passer l'orage émotionnel, puis agit avec précision, en pensant au long terme. Résultat, il transforme Athènes en un centre culturel et politique majeur. Après sa mort, ses successeurs n'ont pas cette discipline. Ils cèdent à leurs impulsions et conduisent la cité à sa perte. Robert Greene explique pourquoi c'est si difficile de maîtriser nos émotions. Notre cerveau est construit en couches. Le cerveau reptilien gère nos instincts, le cerveau limbique nos émotions, et le néocortex, plus récent, la pensée rationnelle. Sauf que les émotions agissent plus vite que la logique. C'est un héritage de notre survie ancestrale. Mieux valait réagir instantanément à un danger que réfléchir calmement à la meilleure stratégie pour échapper à un prédateur. Mais dans le monde actuel, cette réactivité émotionnelle est souvent un handicap. Alors, comment reprendre la main? Greene propose 3 étapes claires. Identifier tes biais cognitifs, illusion de confirmation, conformisme, illusion de supériorité. Ces filtres déforment ta vision sans que tu t'en rendes compte. Repérer les déclencheurs émotionnels, pression intense, gain ou perte soudain, blessure d'enfance ravivée, effet de groupe. Créer un espace avant d'agir, retarder ta réaction, même de quelques minutes, peut suffire à laisser la logique revenir aux commandes. L'idée clé, c'est qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, tu as le pouvoir de choisir ta réaction. C'est là que réside ta liberté. Cultiver cette habitude, c'est te donner un avantage énorme dans toutes les situations. Négociations, conflits, décisions importantes. Et plus tu pratiques, plus tu développes ce qu'on pourrait appeler ton muscle de la rationalité. Parfait, on enchaîne. Loi 2. Transformez votre narcissisme en empathie, la loi du narcissisme. Quand on parle de narcissisme, on pense toujours aux autres. Le collègue qui parle constamment de lui, l'influenceur obsédé par ses selfies, le dirigeant qui veut toujours avoir le dernier mot.
Mais ce que Robert Greene nous rappelle, c'est que le narcissisme est universel. Nous en avons tous une dose. La différence, c'est le degré, et ce qu'on en fait. À la naissance, nous sommes tous des narcissiques absolus. Bébé, tu veux de l'attention, tout de suite, tout le temps. Si tu as faim, si tu as froid, si tu as peur, tu pleures et tu attends que quelqu'un vienne combler tes besoins. En grandissant, certains parviennent à dépasser cet état. D'autres restent bloqués dedans. Greene distingue 3 niveaux. En bas de l'échelle, il y a les grands narcissiques. Ils vivent dans un monde où tout tourne autour d'eux. Ils cherchent l'admiration comme une drogue, sont hypersensibles à la critique, et utilisent les autres comme des outils pour flatter leur ego. Ce sont souvent des manipulateurs brillants, mais aussi des destructeurs à long terme, car leur monde s'écroule dès que l'attention se détourne. Au milieu, il y a les narcissiques fonctionnels. C'est là que se trouve la majorité d'entre nous. On a un ego solide, on peut collaborer avec les autres, mais on revient souvent à notre propre point de vue. On écoute, mais on attend surtout notre tour pour parler. On aide, mais on espère aussi qu'on nous le rendra. En haut, il y a les narcissiques sains. Ceux-là ont construit une identité suffisamment forte pour que leur attention se tourne vers les autres. Ils savent écouter vraiment, se mettre à la place de quelqu'un, comprendre ses besoins, ses désirs, ses peurs. Ce sont les leaders naturels, les créateurs de liens, les personnes qui inspirent durablement. L'objectif, selon Greene, c'est de grimper dans cette échelle. Et pour ça, il faut cultiver l'empathie. Mais pas seulement au sens vague du terme. Il identifie 4 formes précises. 1. L'attitude empathique, être curieux sans jugement, poser des questions sincères, vouloir vraiment comprendre. 2. L'empathie viscérale, ressentir physiquement ce que l'autre ressent. Observer son langage corporel, son ton de voix, et capter l'émotion derrière les mots. 3. L'empathie analytique, comprendre les motivations profondes, les blessures passées, les besoins cachés. 4. La faculté d'empathie, maintenir cet effort dans le temps, même quand on est fatigué, même quand ce n'est pas dans notre intérêt immédiat. Des figures comme Ernest Shackleton, explorateur polaire, en sont de parfaits exemples. Coincé avec son équipage dans la glace pendant des mois, il a survécu grâce à son empathie. Il connaissait l'état émotionnel de chacun, savait qui avait besoin d'être rassuré, qui avait besoin d'action, et adaptait son comportement à chacun. Transformer ton narcissisme en empathie, c'est transformer ton rapport au monde. Au lieu de voir les autres comme des figurants dans ton film, tu commences à jouer dans le leur. Et c'est là que naissent les vraies connexions, la confiance et l'influence durable. Loi 3. Découvrez ce qui se cache derrière le masque, la loi de la persona. Imagine un instant que tu puisses voir, juste pour une journée, ce que les gens pensent vraiment derrière leur sourire, leurs phrases polies, leurs gestes calculés. Tu serais surpris, parfois choqué, et souvent bien plus lucide dans tes choix. Car dans la vie réelle, tout le monde porte un masque, ce que Robert Greene appelle la persona. La persona, c'est l'image que nous construisons pour naviguer dans le monde social. Ce n'est pas nécessairement un mensonge. C'est une version de nous-mêmes adaptée au contexte. On enfile un costume pour le travail, un autre pour les amis, un autre encore pour la famille. Le problème, c'est que si tu prends ces masques pour la réalité, tu risques d'être manipulé, déçu, ou de mal juger une personne. L'histoire de Milton Erickson illustre parfaitement cette loi. À 17 ans, il est frappé par la polio et paralysé. Cloué au lit, incapable de parler normalement, il passe des heures à observer les autres. Et il remarque quelque chose. Les gens disent une chose, mais leur corps dit souvent l'inverse. Un sourire crispé cache parfois de l'agacement. Un oui prononcé avec hésitation est en réalité un non déguisé. Ces contradictions deviennent pour lui une seconde langue, le langage des signaux non verbaux. Plus tard, Erickson deviendra un hypnotiseur et thérapeute de renommée mondiale, capable de lire ses patients comme un livre ouvert. Greene explique que ce langage corporel trahit toujours quelque chose de vrai. Les micro-expressions, ces mouvements involontaires qui durent moins d'une seconde, révèlent des émotions que la personne essaie de cacher. Les changements de posture, le ton de la voix, la façon de respirer, tout ça est plus honnête que les mots. Mais lire les masques ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à gérer le tien. Pourquoi? Parce que ta persona est un outil stratégique. En contrôlant ce que tu montres, tu choisis comment les autres te perçoivent. Ça ne veut pas dire jouer un rôle faux en permanence, mais être conscient de l'impression que tu donnes. Parfois,
Un masque de calme et de confiance dans un moment tendu peut désamorcer un conflit. Un masque de modestie peut te protéger de la jalousie. Pour appliquer cette loi, Green propose 3 stratégies. 1. Devenir un observateur attentif. Regarde les détails que les autres négligent. La synchronisation entre les paroles et les gestes, la congruence émotionnelle. 2. Repérer les contradictions. Quand les mots ne correspondent pas aux signaux non-verbaux, c'est souvent le masque qui parle. 3. Maîtriser ta propre persona. Décide quel masque est le plus utile dans chaque contexte, et entraîne-toi à l'incarner naturellement. Ce n'est pas de la manipulation au sens malsain du terme, c'est de la navigation sociale. Parce que dans un monde où tout le monde joue un rôle, celui qui sait voir derrière les masques, et choisir le sien intelligemment, a toujours un avantage stratégique. Loi 4. Évaluer les gens sur leur caractère, pas sur leurs apparences, la loi du caractère. On vit dans un monde obsédé par les apparences. Diplômes, titres, réseaux sociaux, petites phrases brillantes en entretien. Mais si tu veux vraiment savoir à qui tu as affaire, Robert Greene te dit de te concentrer sur une chose. Le caractère. Le caractère, ce n'est pas ce que quelqu'un veut te montrer, c'est ce qu'il est vraiment, profondément, et surtout, ce qui ressort sous pression. C'est un mélange de valeurs, d'habitudes, de réactions ancrées, forgées par des années d'expérience et d'épreuves. Et contrairement à l'image ou au discours, le caractère change rarement. Regarde l'histoire de Howard Hughes. Génie de l'aviation et du cinéma, milliardaire visionnaire. Sur le papier, il avait tout. Mais il avait aussi un trait de caractère fatal, une obsession maladive du contrôle et une peur extrême des germes. Au début, ça se manifestait par un perfectionnisme intense, qui l'aidait même à réussir. Mais avec le temps, cette obsession est devenue paralysante. Hughes s'est isolé, a saboté ses propres projets, et a fini sa vie enfermé, coupé du monde. Peu importe ses talents et ses ressources, ce trait profond a déterminé sa chute. Greene insiste, les gens ne font jamais quelque chose par hasard. S'ils trahissent une fois, ils trahiront encore. S'ils fuient les responsabilités une fois, ils recommenceront. Le comportement se répète, surtout quand la pression monte. Alors, comment lire le caractère ? 1. Observe les réactions sous stress. C'est quand tout va mal que le vrai visage apparaît. Est-ce que la personne reste fiable ou s'effondre? Est-ce qu'elle affronte ou fuit? 2. Regarde l'historique des relations. Comment parle-t-elle de ses anciens collègues, amis, partenaires? S'il y a toujours des histoires de conflits à cause des autres, c'est peut-être un schéma récurrent. 3. Analyse les petits choix quotidiens. La constance dans les petites choses révèle souvent plus que les grands gestes ponctuels. Il ne s'agit pas de juger les gens à la moindre erreur. Tout le monde peut changer, mais rarement son noyau profond. Si tu détectes un caractère fondamentalement incompatible avec tes valeurs ou tes objectifs, mieux vaut ajuster la relation dès le départ que d'espérer le transformer. Greene raconte aussi que les personnes au caractère solide, fiabilité, honnêteté, endurance sont souvent discrètes. Elles ne cherchent pas à impressionner par des coups d'éclat, mais leur constance finit par créer un impact énorme. En résumé, ne te laisse pas aveugler par les paroles, les promesses ou les performances ponctuelles. Cherche le fil rouge dans les comportements passés. Parce qu'à long terme, ce n'est pas le charme, ni l'intelligence, ni même le talent qui décide de la fiabilité d'une personne, mais son caractère. Loi 5. Devenez un objet de désir, la loi de la séduction. Le désir est une force étrange. On croit qu'il dépend de ce qu'on donne, mais en réalité, il se nourrit souvent de ce qu'on retient. Robert Greene explique que la séduction n'est pas seulement une question de charme ou de beauté, c'est l'art de créer de la rareté, du mystère et de l'envie autour de soi. Coco Chanel en est l'incarnation parfaite. À une époque où les femmes devaient se conformer à des codes rigides, elle a choisi de briser les règles avec élégance. Elle ne se contentait pas de vendre des vêtements, elle vendait une vision, l'indépendance, l'audace, la sophistication. Elle ne courait pas après les gens, elle les attirait. Elle cultivait son image, dosait ses apparitions, et savait disparaître pour mieux susciter l'attente. Greene nous montre que la mécanique du désir repose sur 3 leviers puissants. 1. L'art du retrait. Plus tu es facilement disponible, plus ta valeur perçue diminue. En t'éloignant au bon moment, tu crées un vide que l'autre veut combler. Ce n'est pas jouer au dur à cuire, c'est comprendre que l'absence renforce la présence. 2. La rivalité éveillée. Nous voulons plus ce que les autres veulent. Montrer que tu es apprécié, recherché ou entouré crée un effet de compétition qui intensifie le désir. 3. La provocation subtile.
Une touche d'imprévu, un élément qui sort de la norme, attire l'attention et déclenche la curiosité. Ce qui est fascinant, c'est que cette loi s'applique bien au-delà des relations amoureuses. Dans le business, un produit rare ou difficile à obtenir se vend mieux. Dans la carrière, une personne qui ne dit pas oui à tout inspire plus de respect. Même dans l'amitié, celui qui garde une part de mystère reste plus intrigant. Mais Green prévient, la séduction n'est pas de la manipulation grossière. Si tu retiens trop, tu sembles froid ou indifférent. Si tu joues trop avec la jalousie, tu peux déclencher du ressentiment. C'est un équilibre, donner juste assez pour créer un lien, puis retirer légèrement pour alimenter le désir. Pour appliquer cette loi, il faut aussi cultiver son image. Pas une image fausse, mais une version intentionnelle de soi-même. Soigner les détails, travailler sa présentation, mettre en avant ses atouts uniques. Et surtout, éviter de tout révéler d'un coup. Le mystère, c'est ce qui donne envie d'en savoir plus. En devenant un objet de désir, tu changes la dynamique. Au lieu de courir après les opportunités, ce sont elles qui viennent à toi. Et ça, c'est un avantage stratégique dans n'importe quel domaine. Loi 6. Élevez votre perspective, la loi de la vision panoramique. La plupart des gens vivent la tête dans le guidon. Ils réagissent aux urgences, aux émotions du moment, aux tendances du jour, et passent à côté de la vue d'ensemble. Robert Greene appelle ça le piège de la vision étroite. La vision panoramique, c'est l'art de voir large, de penser au-delà de l'instant, d'anticiper ce que les autres ne voient pas encore. L'histoire de John Blunt illustre parfaitement l'inverse. Au début du XVIIIe siècle, il est l'architecte de la Compagnie de la mer du Sud, un projet d'investissement colossal. Au départ, tout semble brillant. Les actions flambent, les investisseurs se ruent dessus. Blunt, grisé par l'euphorie, ne voit pas que tout repose sur des spéculations fragiles. Il se concentre sur les gains immédiats, pas sur la solidité à long terme. Résultat, effondrement brutal, ruine financière, et sa réputation anéantie. Greene explique que cette myopie stratégique est naturelle. Notre cerveau est câblé pour répondre aux menaces et aux opportunités immédiates, un héritage de la survie ancestrale. Mais dans le monde moderne, cette impulsivité est un handicap. Les leaders, les visionnaires, les stratèges, tous ont un point commun. Ils s'élèvent au-dessus du moment présent pour comprendre le contexte global. Comment développer cette vision panoramique? 1. Changer de perspective régulièrement. S'imaginer dans la peau d'un observateur extérieur, ou même d'un historien qui analyserait la situation avec recul. 2. Penser en termes de cycle. Tous les marchés, les relations, les tendances suivent des phases. Repérer où tu te trouves dans le cycle permet d'anticiper ce qui vient après. 3. Relier les points. Chercher les causes profondes au lieu de se concentrer sur les symptômes visibles. 4. Anticiper les effets secondaires. Avant de prendre une décision, réfléchir à ses conséquences dans 1 mois, 1 an, 10 ans. Un exemple moderne. Steve Jobs, lorsqu'il a créé l'iPhone, ne pensait pas seulement à un téléphone. Il voyait déjà un écosystème complet. Applications, musique, services, interconnexion totale. Les concurrents, eux, ne voyaient qu'un gadget élégant, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vision panoramique, ce n'est pas juste penser positif ou avoir de grands rêves. C'est un travail actif de cartographie mentale. Qui sont les acteurs en jeu? Quelles sont leurs motivations? Quelles forces invisibles influencent la situation? C'est aussi savoir attendre, résister à la pression de l'instant, pour frapper au moment stratégique. Quand tu vois plus loin que les autres, tu peux non seulement éviter les pièges, mais aussi être le premier à saisir les vraies opportunités. Et dans un monde saturé de gens qui réagissent au quart de tour, celui qui prend de la hauteur devient naturellement le leader. Loi 7. Gagnez les gens à votre cause, la loi de l'influence indirecte. Aussi étrange que cela puisse paraître, plus tu essaies de convaincre quelqu'un de force, plus il résiste. C'est humain. Nous avons tous un instinct de protection de notre autonomie. Robert Greene appelle ça la loi de l'influence indirecte. Au lieu d'imposer tes idées, tu les amènes de manière subtile, presque invisible, jusqu'à ce que l'autre finisse par les adopter, en pensant que c'étaient les siennes. Lyndon B. Johnson, avant de devenir président des États-Unis, était un maître en la matière. Lorsqu'il voulait rallier un sénateur à son projet, il ne se précipitait pas pour lui faire un discours de vente. Il passait du temps avec lui, posait des questions, écoutait ses préoccupations. Puis, au lieu de dire « voici ce que je veux que tu fasses », il semait des idées, laissait l'autre parler, et revenait plus tard,
souvent pour entendre son interlocuteur lui proposer exactement ce qu'il avait voulu au départ. Green explique que cette approche repose sur un principe simple. Les gens veulent protéger leur ego. Ils ne veulent pas se sentir manipulés ou dominés. Si tu t'attaques frontalement à leurs croyances ou à leur manière de faire, ils se braquent. Mais si tu contournes leur résistance, ils peuvent changer d'avis sans perdre la face. Voici les stratégies clés pour appliquer cette loi. 1. Commence par écouter activement. Montre que tu comprends leurs besoins et leurs valeurs. Cela crée un climat de confiance. 2. Valide leur point de vue avant d'introduire le tien. Ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, mais reconnaître que leur perception a une logique. 3. Sème des idées sous forme de questions ou d'histoires. Au lieu de dire « tu devrais faire ceci », raconte un exemple où une décision similaire a donné de bons résultats. 4. Laisse l'autre s'approprier l'idée. Résiste à l'envie de revendiquer le mérite. Plus la personne croit que c'est son idée, plus elle y adhérera fermement. Un point crucial que souligne Green. Cette méthode n'est pas une manipulation cynique, c'est une manière de respecter la psychologie humaine. Même si ta cause est noble, elle sera rejetée si tu l'imposes comme une vérité absolue. Dans les négociations, cette loi est une arme redoutable. Plutôt que d'arriver avec une liste d'exigences, arrive avec une série de questions ouvertes qui mènent l'autre à voir que ta proposition est, en réalité, la plus avantageuse pour lui. Et dans la vie quotidienne, ça marche aussi. Vouloir qu'un ami adopte une habitude, qu'un collègue change une méthode de travail, qu'un proche prenne une décision. Tu peux te battre de front et user ton énergie, ou tu peux créer les conditions où ce changement devient naturel pour lui. En résumé, si tu veux que les autres te suivent, ne leur montre pas que tu les mènes. Aide-les à voir le chemin eux-mêmes, et ils marcheront avec toi, volontairement. Loi 8. Changez votre perspective, la loi de la flexibilité mentale. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, et en tirer des conclusions totalement opposées. La différence? Leur perspective. Robert Greene explique que notre manière de voir le monde façonne nos réactions, nos émotions, et même notre destin. La loi de la flexibilité mentale, c'est la capacité de changer volontairement d'angle de vue pour transformer la façon dont on vit les événements. Prenons l'exemple d'Anton Tchekhov, l'un des plus grands écrivains russes. Enfant, il a connu la pauvreté extrême, un père violent, et plus tard, la tuberculose, une maladie incurable à l'époque. Beaucoup se seraient laissés écraser par ces circonstances. Mais Tchekhov a choisi une autre voie. Il a observé, analysé et transformé ses expériences en matériaux créatifs. Là où d'autres voyaient la fatalité, lui voyaient des histoires, des leçons sur la nature humaine. Résultat, il a non seulement survécu, mais laissé une œuvre qui continue d'inspirer des générations. Green montre que notre esprit est souvent prisonnier de récits internes. On interprète les événements à travers des filtres hérités de notre enfance, de notre culture ou de nos expériences passées. Le problème, c'est que ces filtres peuvent nous enfermer dans des schémas négatifs. Je n'ai pas de chance, les gens sont contre moi, je suis trop ceci ou pas assez cela. Changer de perspective, c'est briser ce filtre. Ça demande 3 étapes. 1. Prendre conscience de ton récit actuel. Identifier les croyances qui te limitent ou te poussent à réagir toujours de la même façon. 2. Adopter le rôle d'observateur extérieur. Imagine que tu regardes ta vie comme un film, ou que tu analyses ta situation comme si c'était celle d'un ami. 3. Explorer d'autres angles possibles. Qu'est-ce que tu pourrais voir si tu changeais l'échelle de temps, penser à long terme, ou si tu te mettais dans la peau d'une autre personne impliquée? Un changement de perspective peut transformer un échec humiliant en apprentissage précieux, un conflit en opportunité de rapprochement, un obstacle en test de résilience. Et plus tu t'entraînes, plus ce basculement devient naturel. Green rappelle que cette loi est aussi un avantage stratégique. Dans un conflit, voir la situation sous plusieurs angles te permet de trouver des solutions que les autres n'imaginent pas. Dans le business, anticiper comment différents publics perçoivent la même décision peut éviter des erreurs coûteuses. Le piège, c'est de croire que ta perception actuelle est la réalité. Ce n'est qu'une version parmi d'autres. Et celui qui sait changer de perspective à volonté possède une liberté intérieure immense. Il n'est plus l'otage de ses émotions ou de ses réflexes mentaux. En résumé, le monde ne change pas toujours. Mais ta manière de le voir, oui. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour transformer une impasse en ouverture. Loi 9. Connaissez vos zones d'ombre, la loi de l'ombre. Chacun de nous a un côté qu'il préfère cacher. Des envies inavouées, des émotions qu'on juge honteuses,
des impulsions qu'on refoule parce qu'elles ne cadrent pas avec l'image qu'on veut donner. Robert Greene appelle ça l'ombre, un concept popularisé par le psychanalyste Carl Jung. Et voici le paradoxe. Plus tu ignores ton ombre, plus elle contrôle ta vie. L'histoire de Richard Nixon en est un exemple frappant. Président intelligent, travailleur acharné, stratège politique redoutable. Mais son ombre. Une profonde insécurité, un ressentiment envers l'élite qu'il avait toujours méprisée. Plutôt que de reconnaître cette blessure, Nixon l'a refoulée. Résultat, elle s'est exprimée sous forme de méfiance maladive, de manœuvres paranoïaques, et a fini par provoquer le scandale du Watergate, menant à sa chute. Greene explique que l'ombre se forme dès l'enfance. On apprend qu'il y a des comportements acceptables et d'autres non. Alors, on cache certaines parties de nous pour être aimés, respectés, intégrés. Mais ces parties ne disparaissent pas. Elles s'enfouissent, attendant une occasion de ressortir. Et elles ressortent souvent sous pression, sous forme de colère disproportionnée, de comportements impulsifs ou de choix qu'on ne comprend pas soi-même. La clé, ce n'est pas de tuer l'ombre, mais de la connaître et de l'intégrer. Comment? 1. Identifier tes déclencheurs émotionnels. Quelles situations te font réagir de manière excessive? Derrière, il y a souvent une blessure ou un désir refoulé. 2. Observer tes projections. Souvent, ce qu'on critique le plus chez les autres est un reflet de ce qu'on ne veut pas voir en nous. 3. Explorer ton passé. Revisite les moments où tu as ressenti honte, colère, jalousie. Ce sont des indices sur la forme de ton ombre. 4. Exprimer ton ombre de façon constructive. L'art, l'écriture, le sport, ou même certains projets professionnels peuvent canaliser cette énergie. Un exemple positif, Winston Churchill. Derrière son humour et son charisme, il avait une profonde mélancolie, ce qu'il appelait son chien noir. Plutôt que de la nier, il l'a utilisé pour développer une lucidité rare et une endurance psychologique qui lui ont permis de diriger la Grande-Bretagne pendant ses heures les plus sombres. Reconnaître ton ombre, c'est te rendre plus complet. Tu deviens moins vulnérable aux manipulations, car tu sais déjà quelles failles peuvent être exploitées. Tu deviens aussi plus authentique. Les gens sentent quand quelqu'un assume toutes ses facettes, et cela inspire confiance. En résumé, ton ombre ne disparaîtra pas. Mais si tu la connais, tu peux l'utiliser comme une force au lieu de la subir comme une faiblesse cachée. Et c'est souvent là que réside ta puissance la plus inattendue. Loi 10. Surveiller l'envie, la loi de l'envie. L'envie est peut-être l'émotion la plus silencieuse et la plus dangereuse. Contrairement à la colère ou à la jalousie explicite, elle se cache souvent derrière des sourires, des compliments polis ou des critiques constructives. Robert Greene explique que l'envie est une force corrosive. Elle peut saboter des relations, détruire des alliances et même miner ta propre motivation si tu la laisses s'installer. Prenons l'exemple de Michel-Ange et de son rival, Bramante, au temps de la Renaissance. Bramante, architecte talentueux, voyait Michel-Ange accumuler gloire et commandes prestigieuses. Plutôt que de reconnaître son talent et de s'en inspirer, il a laissé l'envie grandir. Subtilement, il a manœuvré pour piéger Michel-Ange en lui confiant la réalisation d'un projet qu'il espérait voir échouer, la fresque de la chapelle Sixtine, dans un domaine où l'artiste n'était pas spécialiste. Sauf que Michel-Ange, en acceptant le défi, a créé l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire, et l'envie de Bramante s'en est trouvée encore plus brûlante. Greene insiste sur deux vérités inconfortables. 1. Tout le monde peut ressentir l'envie, y compris toi. 2. Tout le monde peut être la cible de l'envie, surtout si tu réussis. Pour te protéger de l'envie des autres, il propose plusieurs stratégies. Disperser les feux. Ne concentre pas toute ton excellence dans un domaine visible, car plus ton succès est ostentatoire, plus il attire l'envie. Partager le crédit. Inclure les autres dans tes réussites réduit le risque qu'ils te perçoivent comme une menace. Faire preuve d'humilité stratégique. Ne pas étaler tes victoires au visage de ceux qui luttent encore. Et pour gérer ta propre envie. Transformer l'envie en inspiration. Au lieu de voir le succès des autres comme une menace, utilise-le comme preuve que c'est possible. Analyser objectivement. Souvent, on envie une façade sans connaître les sacrifices derrière. Cultiver la gratitude. Concentrer ton attention sur ce que tu as déjà neutralise le sentiment de manque qui alimente l'envie. Greene note aussi que l'envie se manifeste par des signaux subtils. Un compliment qui sonne creux, une aide qui arrive au mauvais moment, un humour teinté de petites piques. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la vigilance. En fin de compte, l'envie est comme un poison lent. Elle ne tue pas tout de suite,
mais elles fragilisent les liens et brouillent le jugement. Celui qui sait la reconnaître et la désamorcer protège non seulement ses relations, mais aussi sa paix intérieure. Loi 11. Connaissez la nature changeante des gens, la loi de l'adaptabilité. Une erreur courante, selon Robert Greene, c'est de croire que les gens sont figés. On pense qu'une personne qu'on a connue loyale le sera toujours, qu'un partenaire commercial fiable le restera indéfiniment. Mais la vérité, c'est que les gens changent, parfois lentement, parfois brutalement en fonction de leurs intérêts, de leur situation, ou même de leur humeur du moment. Un exemple historique frappant. Jules César et Brutus. César voyait en Brutus un allié fidèle, presque un fils adoptif. Pendant des années, ils ont combattu côte à côte, partagé des victoires, consolidé leur pouvoir. Mais les circonstances ont changé. Brutus, influencé par d'autres sénateurs et par la crainte de voir César devenir un tyran, a fini par rejoindre le complot qui allait l'assassiner. Ce retournement n'est pas venu de nulle part. Il est le résultat d'un glissement progressif dans les motivations et les loyautés de Brutus. Greene souligne que comprendre cette nature changeante est essentiel pour naviguer dans le monde social et politique. Les gens sont influencés par et les changements de pouvoir, une promotion, une perte de statut, une nouvelle alliance. Et les pressions extérieures, crise, conflits, opportunités soudaines. Et les évolutions internes, ambitions qui grandissent, valeurs qui se transforment, blessures qui ressurgissent. Pour appliquer cette loi, il propose 3 attitudes. 1. Observer en continu, ne pas se contenter d'une impression initiale. Les signaux de changement sont souvent subtils, un ton différent, de nouvelles fréquentations, un langage qui évolue. 2. Tester régulièrement la loyauté, pas en mettant les gens dans des pièges, mais en observant comment ils réagissent quand leurs intérêts personnels sont légèrement en jeu. 3. Rester flexible dans ses alliances, accepter que certains liens doivent être ajustés, renforcés ou rompus en fonction de la nouvelle réalité. Cette adaptabilité vaut aussi pour soi-même. Si tu refuses de changer quand le contexte évolue, tu deviens vulnérable. Les leaders qui durent savent se réinventer sans perdre leur noyau de valeur. Greene insiste, ne tombe pas dans le cynisme en pensant que tout le monde trahira un jour. Mais ne sois pas naïf non plus. Considère chaque relation comme vivante, en mouvement. Tu ne peux pas figer les gens dans un rôle ou une image, pas plus que tu ne peux figer un fleuve. Celui qui accepte cette vérité devient moins surpris, moins déçu, et beaucoup plus stratégique. Parce qu'il ne mise pas seulement sur ce que les gens sont aujourd'hui, mais sur ce qu'ils sont en train de devenir. Parfait, on poursuit. Loi 12. Maîtriser l'art du timing, la loi du rythme. Dans la vie comme dans la stratégie, faire la bonne chose au mauvais moment peut être pire que de ne rien faire du tout. Robert Greene appelle ça la loi du rythme. Chaque situation a sa cadence, et celui qui sait l'écouter et agir au moment exact a un avantage écrasant. Prenons l'exemple de Napoléon Bonaparte. Lors de la bataille d'Austerlitz en 1805, il savait que ses ennemis pensaient l'avoir acculé. Plutôt que de frapper immédiatement, il a attendu que la coalition austro-russe se déploie maladroitement, encouragée par un faux sentiment de sécurité. Puis, au moment où leurs lignes étaient les plus vulnérables, il a lancé une attaque fulgurante et a écrasé leurs forces. La victoire n'était pas seulement due à la stratégie, mais au timing parfait de son action. Greene explique que le timing ne relève pas de la chance, c'est une compétence qui se développe. Il faut apprendre à repérer. Et le moment de patience, quand agir trop tôt gaspillerait tes ressources. Et le moment de vitesse, quand frapper rapidement empêche l'adversaire de réagir. Et le moment de retrait, quand savoir se retirer préserve tes forces pour une attaque future. Il identifie aussi un piège fréquent, l'impatience émotionnelle. Sous la pression ou l'excitation, on veut faire quelque chose tout de suite. Mais souvent, cette précipitation nous place en position de faiblesse. Les grands stratèges, eux, savent supporter le vide apparent, attendre que les conditions soient mûres, et agir d'un seul coup. Pour maîtriser l'art du timing, Greene recommande 1. Observer les cycles. Dans les affaires, la politique, même dans les relations, il y a des hauts et des bas prévisibles. 2. Ralentir ta perception. Plus tu es calme, plus tu peux voir les signes subtils que le moment approche. 3. T'exercer à l'inaction stratégique. Résister à l'envie d'agir quand l'impulsion est forte mais que le terrain n'est pas prêt. Un exemple moderne, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. Il ne saute pas sur chaque opportunité. Il attend parfois des années qu'une entreprise qu'il suit soit sous-évaluée,
puis investit massivement au moment exact où le rapport risque-rendement est idéal. Le timing, c'est aussi savoir quand clore une action. Beaucoup s'accrochent à une victoire passée, restant sur la scène trop longtemps jusqu'à ce que le public se lasse. Les maîtres du rythme quittent avant que la vague ne redescende, laissant derrière eux une impression de force et de contrôle. En résumé, le monde ne récompense pas seulement les idées brillantes, mais la capacité à les exécuter au moment précis où elles auront le plus d'impact. Et pour ça, il faut écouter le tempo caché des événements, et savoir danser avec lui. Loi 13. Résister à l'effet de groupe, la loi de la conformité sociale. Il y a une expérience célèbre menée par le psychologue Solomon Asch dans les années 1950. On montrait à un groupe de participants plusieurs lignes tracées sur une feuille, et on leur demandait laquelle correspondait à une ligne de référence. La réponse était évidente, mais la majorité des participants étaient complices et donnaient volontairement la mauvaise réponse. Résultat, dans 75% des cas, les participants innocents se conformaient à la majorité, même quand ils savaient qu'elle avait tort. Voilà la puissance de l'effet de groupe. Robert Greene explique que cet instinct de conformité est profondément ancré dans notre cerveau. Dans un environnement tribal, se démarquer pouvait signifier l'exclusion, et donc la mort. Aujourd'hui, cette peur est toujours là, mais appliquée à des contextes modernes, réseaux sociaux, milieux professionnels, cercles amicaux. On s'habille pareil, on pense pareil, on rit aux mêmes blagues, parfois sans même s'en rendre compte. Le problème, c'est que l'effet de groupe étouffe la pensée indépendante. Il pousse à prendre des décisions pour plaire, au lieu de suivre sa propre analyse. Il peut mener à des bulles financières, à des mouvements de foule irrationnels, ou à des politiques désastreuses, simplement parce que tout le monde le fait. Greene donne plusieurs stratégies pour résister à cette pression invisible. Cultiver la distance mentale, s'entraîner à observer le groupe de l'extérieur, même quand on y participe. Se demander, si je voyais cette scène de loin, que penserais-je ? Chercher activement les voix dissidentes, non pas pour les suivre aveuglément, mais pour équilibrer la perspective dominante. Renforcer son identité individuelle. Plus tu sais qui tu es et ce que tu veux, moins tu as besoin de l'approbation du groupe. Un exemple historique, Galilée. À une époque où l'Église imposait l'idée que la Terre était au centre de l'univers, il a osé défendre le modèle héliocentrique de Copernic. Ce choix lui a coûté cher sur le plan personnel, mais il a ouvert la voie à la science moderne. S'il avait cédé à la conformité, notre vision de l'univers serait restée figée bien plus longtemps. Greene précise que résister à l'effet de groupe ne signifie pas être systématiquement opposé à la majorité. Parfois, le groupe a raison. Mais il faut que ton adhésion soit choisie, pas subie. C'est la différence entre un esprit libre et un suiveur inconscient. En résumé, l'effet de groupe est comme un courant invisible. Si tu ne le remarques pas, il t'emporte. Mais si tu le vois, tu peux choisir de nager avec, ou à contre-courant. Et cette liberté de choix, c'est le début de la vraie puissance personnelle. Loi 14. Éviter les relations toxiques, la loi des personnalités contagieuses. Les émotions, comme les virus, sont contagieuses. Passe du temps avec une personne constamment négative, et tu finiras par voir le monde à travers son prisme sombre. Fréquente quelqu'un de nerveux et impulsif, et tu sentiras ton propre rythme s'accélérer inutilement. Robert Greene appelle ça la loi des personnalités contagieuses. Nous absorbons inconsciemment l'énergie, les attitudes et les schémas comportementaux des gens qui nous entourent. Un exemple frappant, en 1931, l'aviateur Charles Lindbergh, célèbre pour sa traversée de l'Atlantique, s'associe à un inventeur prometteur pour développer une nouvelle technologie aéronautique. Sur le papier, l'homme semblait brillant, plein d'idées. Mais il était aussi profondément paranoïaque, voyant des complots partout. Lindbergh, malgré ses propres qualités, s'est laissé entraîner dans cette spirale de suspicion, au point de se couper de collaborateurs fiables. Le projet a fini par échouer, non pas à cause de la technologie, mais à cause de l'influence insidieuse d'une personnalité toxique. Greene distingue plusieurs types de personnalités contagieuses dangereuses. Le pessimiste chronique voit toujours le pire scénario et freine toute initiative. Le dramatique vit dans le chaos et attire constamment les crises. Le parasite émotionnel draine ton énergie sans jamais contribuer positivement. Le compétiteur obsessionnel, incapable de se réjouir de tes succès, toujours prêt à les minimiser. La première étape pour appliquer cette loi, c'est de repérer ces profils. Souvent, on les tolère parce qu'ils apportent parfois du divertissement,
ou parce qu'on pense pouvoir les aider. Mais Green est clair, l'exposition prolongée à ces personnalités modifie ton comportement et tes pensées, même si tu crois être immunisé. Ensuite, il faut limiter ou rompre le contact. Ça peut être délicat, surtout si c'est un collègue, un ami de longue date ou un membre de la famille. Dans ce cas, la stratégie consiste à créer une distance émotionnelle, moins partager, moins réagir, moins s'impliquer dans leur drame. À l'inverse, Green conseille de rechercher les personnalités nourrissantes, celles qui inspirent, qui te poussent à voir grand, qui apportent de la stabilité et de la joie. Leur énergie est tout aussi contagieuse, mais dans le bon sens. Un point essentiel, cette loi ne parle pas seulement des autres. Tu peux toi-même devenir contagieux, pour le meilleur ou pour le pire. Prendre conscience de l'énergie que tu dégages est une façon de t'assurer que tu attires et retiens les bonnes personnes autour de toi. En résumé, ton environnement humain est comme un sol fertile. Plante-toi au milieu d'herbes toxiques, et elles étoufferont ta croissance. Entoure-toi d'arbres solides et sains, et tu t'élèveras naturellement. Loi 15. Transformez vos adversaires en alliés, la loi de la réconciliation stratégique. Dans un monde compétitif, il est inévitable de croiser la route de personnes qui s'opposent à toi. Leur première réaction? Te bloquer, te discréditer, ou simplement t'ignorer. La plupart des gens réagissent en retour avec de l'hostilité, renforçant le fossé. Robert Greene propose une approche radicalement différente, convertir ses opposants en alliés. Un exemple marquant, Abraham Lincoln, pendant la guerre de sécession. Il avait dans son gouvernement plusieurs hommes qu'il avait publiquement critiqués et même affrontés en politique. Plutôt que de les écarter, Lincoln les a nommés à des postes stratégiques. Il savait qu'en leur donnant un rôle et une responsabilité, il canaliserait leur ambition et réduirait leur motivation à le combattre. Résultat, son équipe de rivaux est devenue l'une des plus efficaces de l'histoire politique américaine. Greene explique que cette stratégie repose sur 3 leviers psychologiques. L'ego. Un adversaire qui se sent reconnu et valorisé est plus enclin à baisser les armes. L'intérêt commun. Trouver un objectif qui serve aux deux camps, même partiellement. Le changement de contexte. En modifiant la relation, par exemple, de concurrent à partenaire, tu changes la dynamique émotionnelle. Pour appliquer cette loi, il faut identifier les motivations profondes de ton adversaire. Ce n'est pas toujours l'argent ou le pouvoir, parfois c'est la reconnaissance, l'influence ou la sécurité. Faire un geste stratégique, une offre, un compliment public, ou un signe d'ouverture qui brise le schéma attendu de confrontation. Mettre en place des garde-fous, transformer un adversaire en allié ne veut pas dire lui donner carte blanche. Il faut définir les limites et rester attentif aux signaux de trahison. Greene met aussi en garde, tous les adversaires ne sont pas récupérables. Certains ont une animosité irrationnelle ou des objectifs fondamentalement incompatibles avec les tiens. Dans ce cas, mieux vaut les tenir à distance. Mais beaucoup peuvent changer de camp si la proposition est assez séduisante. Cette loi a un autre avantage. Elle te donne la réputation d'un constructeur de ponts plutôt que d'un destructeur. Dans un monde où les rancunes peuvent durer des années, être celui qui apaise et fédère te positionne comme une figure de stabilité et de vision à long terme. En résumé, un adversaire vaincu peut revenir plus fort. Un adversaire transformé en allié, lui, devient une force qui travaille pour toi. Et parfois, les alliances les plus puissantes naissent des inimitiés les plus profondes. Loi 16. Accepter la fin, la loi de la mortalité. La plupart des gens vivent comme si le temps était infini. Ils repoussent les conversations importantes, différèrent les projets qui leur tiennent à cœur, ou restent englués dans des situations qui ne les satisfont pas, persuadés qu'ils auront plus tard pour s'en occuper. Robert Greene affirme que c'est une illusion dangereuse. Tout a une fin, les relations, les opportunités, et bien sûr, la vie elle-même. Cette loi n'est pas morbide, elle est libératrice. Un exemple puissant, l'empereur Marc Aurèle, philosophe stoïcien, rappelait chaque jour à ses soldats et à lui-même qu'il pouvait mourir demain. Loin de les paralyser, cette pensée les poussait à agir avec clarté et urgence, à ne pas gaspiller leur journée en querelles futiles ou en tâches insignifiantes. Greene explique que la conscience de la fin a 3 effets transformateurs. Elle donne de la perspective. Les petits tracas quotidiens perdent de leur importance quand on se souvient que tout est temporaire. Elle aiguise les priorités. On cesse de courir après tout et n'importe quoi pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Elle nourrit le courage. La peur de l'échec ou du jugement devient dérisoire face à la réalité de la mortalité. Pour intégrer cette loi,
Il propose plusieurs pratiques. Memento mori, garder un rappel visible que le temps est limité, une citation, un symbole, un objet. Faire des bilans réguliers, chaque mois ou chaque année, se demander si c'était ma dernière année, qu'est-ce que je changerais. Terminer consciemment, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet ou d'une phase de vie, y mettre fin avec intention plutôt que de laisser les choses se déliter. Un exemple moderne, Steve Jobs, dans son fameux discours à Stanford, racontait qu'il se demandait chaque matin « Si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je ferais ce que je m'apprête à faire ?» Cette question l'a aidé à quitter des projets confortables mais sans âme, et à prendre des risques qui ont défini sa carrière. Green souligne aussi que cette loi nous aide à mieux vivre les pertes. Quand on accepte que tout est voué à se transformer ou à disparaître, on cesse de s'accrocher désespérément et on apprend à lâcher prise. C'est une invitation à vivre plus pleinement, pas à s'éteindre. En résumé, la fin n'est pas l'ennemi, c'est ce qui donne sa valeur à chaque instant. L'ignorer, c'est vivre en demi-teinte. L'accepter, c'est libérer une énergie immense pour créer, aimer, et agir tant qu'il en est encore temps. Loi 17. Reconnectez-vous à la nature primitive, la loi de la vitalité. Sous nos costumes, nos smartphones et nos habitudes modernes, nous restons des animaux. Nous avons été façonnés par des centaines de milliers d'années de survie dans un monde sauvage. Robert Greene appelle la loi de la vitalité l'art de retrouver ce lien avec notre nature primitive, cette énergie brute qui nous rend plus alertes, plus intuitifs, plus vivants. L'histoire d'Ernest Shackleton, explorateur de l'Antarctique, illustre cette loi à la perfection. En 1915, son navire, l'Endurance, est pris dans la glace et finit écrasé. Shackleton et son équipage se retrouvent bloqués dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, sans aucun moyen de communication avec le reste du monde. Pendant presque 2 ans, Shackleton va puiser dans son instinct animal, lire le vent, repérer les signes météo, rationner les ressources, maintenir la cohésion du groupe. Ce n'est pas la technologie qui les a sauvés, mais la connexion à des capacités humaines ancestrales. Green nous rappelle que notre mode de vie moderne affaiblit souvent ces instincts. Assis derrière des écrans, immergés dans des environnements artificiels, nous perdons notre capacité à lire les signaux subtils du monde physique et social. Cette déconnexion nous rend plus lents à réagir, plus dépendants des outils extérieurs, et parfois plus fragiles. Pour retrouver cette vitalité, il recommande rétablir un contact physique avec le monde naturel, passer du temps en plein air, marcher pieds nus, observer les cycles du soleil et des saisons. Stimuler le corps, activité physique intense, discipline martiale, sport d'endurance. Non seulement cela renforce la santé, mais ça réveille aussi l'instinct de dépassement. Aiguiser les sens, prêter attention aux odeurs, aux sons, aux détails visuels comme le ferait un chasseur ou un éclaireur. Prendre des risques mesurés, sortir volontairement de sa zone de confort pour réactiver la vigilance et la créativité. Un point clé de Green. Cette reconnexion à notre nature primitive ne signifie pas rejeter la civilisation. C'est au contraire l'utiliser pleinement, mais en restant maître de nos capacités originelles, au lieu d'être entièrement dépendant des systèmes artificiels. En renouant avec cette vitalité, on développe aussi une présence magnétique. Les autres sentent instinctivement la force tranquille de quelqu'un qui est à l'aise dans son corps, qui lit les situations avec précision, et qui ne panique pas face à l'inconnu. En résumé, l'homme moderne qui a oublié son animal intérieur est incomplet. Celui qui s'est puisé dans cette énergie ancestrale devient plus résilient, plus confiant, et infiniment plus vivant. Loi 18. Inspirer les autres, la loi de la grandeur. Le pouvoir, la stratégie, la maîtrise de soi, tout cela est important. Mais Robert Greene conclut avec une idée plus grande. Le sommet de l'influence, c'est d'inspirer. Non pas seulement diriger, convaincre ou gagner, mais élever les autres par ton exemple et ta vision. L'histoire de Nelson Mandela en est l'illustration parfaite. Après 27 années de prison, il aurait pu sortir rempli d'amertume, décidé à se venger. Mais il a choisi un chemin différent, pardonner, rassembler, et construire une nation unie. Ce n'était pas de la naïveté, il savait que l'Afrique du Sud ne survivrait pas à une guerre civile. Mais surtout, il comprenait que la vraie grandeur se mesure à ta capacité à éveiller ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Green explique que cette loi repose sur 3 piliers. L'exemple personnel. Les gens croient ce qu'ils voient plus que ce qu'ils entendent. Un leader qui incarne ses valeurs est infiniment plus convaincant qu'un beau discours. Une vision qui dépasse l'ego. Si ta mission ne sert qu'à t'élever toi, elle inspire peu. Mais si elle sert quelque chose de plus grand, une cause, un idéal,
un futur meilleur, elle rallie. La transmission, inspirer, c'est aussi donner aux autres les moyens de continuer sans toi. Former, déléguer, transmettre ton savoir pour que ton impact dure. Pour appliquer cette loi, Green recommande vivre de façon cohérente, aligner tes actions quotidiennes avec le message que tu veux incarner. Raconter des histoires, les récits touchent plus que les arguments, car ils parlent aux émotions. Créer des rituels et des symboles, les grands mouvements ont toujours des gestes ou des images qui fédèrent. Un point crucial, inspirer ne veut pas dire plaire à tout le monde. Les figures les plus inspirantes sont parfois polarisantes, parce qu'elles osent dire et faire ce que d'autres n'osent pas. Ce qui compte, c'est de rester fidèle à la mission, même face à la critique. L'effet de cette loi est exponentiel. Quand tu inspires quelqu'un, il agit à son tour et inspire d'autres personnes. Ton influence se démultiplie, dépassant de loin ce que tu pourrais accomplir seul. En résumé, la grandeur ne se mesure pas à la taille de tes victoires personnelles, mais à l'ampleur des flammes que tu allumes dans le cœur des autres. Et quand tu atteins ce niveau, tu ne te contentes plus de jouer le jeu du pouvoir, tu changes les règles elles-mêmes. Et voilà, 18 lois. 18 clés pour naviguer dans ce monde complexe, imprévisible, parfois impitoyable, mais aussi plein d'opportunités pour ceux qui savent observer, agir et s'adapter. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque part, tu sais que tu n'es pas fait pour subir le jeu, mais pour en comprendre les règles, et, un jour, les réécrire à ta façon. Souviens-toi, tout ce que tu viens d'entendre n'a de valeur que si tu l'appliques. Ne laisse pas ces idées rester de simples concepts qui t'inspirent quelques minutes. Choisis-en une, mets-la en pratique dès aujourd'hui. Teste-la, ajuste-la, recommence. C'est dans l'action que le pouvoir prend racine. Et surtout, ne cherche pas seulement à accumuler du pouvoir pour toi. Utilise-le pour créer, protéger, élever. Parce qu'au final, la vraie puissance, c'est celle qui transforme le monde autour de toi, pas seulement ta propre vie. Alors maintenant, ferme ce chapitre, mais garde-le dans ta poche. Et sors dans le monde comme si chaque regard, chaque rencontre, chaque instant était une occasion d'appliquer ce que tu sais. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne joues plus le même jeu que les autres.